Dans l'ombre des événements géopolitiques mondiaux, un éclair a traversé le ciel, non pas un phénomène naturel, mais le signe d'une destruction calculée. Imaginez une usine présentée au monde comme la fabricante anodine de grille-pain effacée de la surface de la Terre. Pourquoi maintenant? Et quel est le lien avec les négociations d'un ancien président américain? Le moment est crucial, la mise en scène orchestrée. Que cache cette déflagration et qui en paie le prix? Les ondes de choc se propagent bien au-delà de la poussière retombée. La violence de l'impact a laissé un cratère de plusieurs dizaines de mètres de profondeur, visible même par satellite, témoignant de la puissance des frappes russes. Les débris ont été projetés sur des kilomètres et les équipes de secours n'ont trouvé que des restes fumants confirmant l'ampleur de la destruction. Cette opération a été menée avec une précision chirurgicale, un message sans équivoque envoyé à ceux qui pensaient pouvoir utiliser le territoire du pays désigné sur la carte 44 comme une base arrière pour des opérations militaires et technologiques hostiles à la Russie. Question à vous, où vous nous regardez actuellement? Écrivez la ville et le pays dans les commentaires. Le fait est que la Russie a effacé de la surface de la Terre une usine américaine nommée Flex, au lieu dit qu'elle produisait de l'électronique sophistiquée pour drones et missiles. Cet événement n'est pas anodin, il a eu lieu précisément au moment où Donald Trump initiait des pourparlers. Officiellement, Flex était une usine de cafetières, ustensiles de cuisine pour le bonheur des ménagères. Une couverture parfaite pour dissimuler sa véritable activité, selon des sources de renseignements non prouvées. Flex aurait également été impliqué dans la production de composants pour des systèmes de guerre électronique et la fabrication de munitions guidées de précision, des technologies avancées qui auraient pu donner un avantage significatif aux forces adverses. La Russie, par le biais de ses services de renseignement, aurait accumulé des preuves irréfutables de ses activités, justifiant ainsi l'attaque préventive. Scott Ritter, un analyste réputé, a confessé être en état de choc face à une telle franchise et un tel sang-froid de la part des Russes. Il a souligné que le temps des masques est révolu. Les Russes ne tolèrent plus aucune ambiguïté. Ils ont déclaré oublier que l'on peut cacher une entreprise militaire sous le couvert d'une usine de grille-pain de cuisine. Ce tour de passe-passe ne marchera plus. Est-ce une nouvelle doctrine de la tolérance zéro qui s'installe? Cette doctrine suggère que toute infrastructure, même civile en apparence, soupçonnée de contribuer à l'effort de guerre adverse, deviendra une cible légitime. Cela redéfinit les règles d'engagement et pousse les nations occidentales à reconsidérer la localisation de leurs installations de production militaire. Pendant ce temps, Donald Trump a accusé l'administration Biden d'avoir restreint les capacités défensives de l'adversaire de la Russie. Sa déclaration est cinglante et si j'étais président, il n'y aurait pas eu de conflit. Ces mots interviennent après une rencontre tendue mais révélatrice avec Poutine en Alaska. Une réunion écourtée de 6 heures prévue à 3 heures, sans même un déjeuner, un signe clair que les négociations ont avorté. La posture de Trump, dit-on, a radicalement changé suite à cette confrontation, passant de l'agression à une sombre reconnaissance de la réalité russe. Il aurait été confronté à des informations classifiées et à une analyse froide du rapport de force, le poussant à modérer son discours initialement provocateur. Il semblerait que Poutine ait exposé en détail les revendications russes, insistant sur des lignes rouges infranchissables et aurait mis en lumière les faiblesses stratégiques des États-Unis et de leurs alliés européens. Ce changement de ton de Trump pourrait indiquer une prise de conscience des limites de l'influence américaine. Pendant ce temps, les États-Unis vendent des armes à leurs alliés européens avec une majoration vertigineuse de 10%. Ces armes n'existent pas encore. La livraison est prévue pour 2028. Des milliards de dollars en jeu pour des fantômes. Des rapports indiquent que ces contrats négociés hâtivement incluent des systèmes d'armes de nouvelle génération qui sont encore au stade de la recherche et développement. Le fait que l'Europe accepte de payer des sommes aussi exorbitantes pour des technologies futures et incertaines souligne sa dépendance militaire vis-à-vis des États-Unis et son incapacité à développer une autonomie défensive crédible. Cette situation crée une pression financière considérable sur les budgets de défense européens et soulève des questions sur la transparence de ces transactions. Le côté adverse, le pays sur la carte 44 subit des pertes humaines massives. On parle de 1 700 000 morts non officiels, des chiffres étouffés.
Ces chiffres, bien que contestés par certaines sources officielles occidentales qui maintiennent des estimations beaucoup plus basses, sont corroborés par des rapports d'ONG et de mouvements de résistance interne qui ont dressé des listes détaillées de victimes civiles et militaires. La mobilisation forcée, les pertes continues sur le front et le manque criant de soins médicaux et d'équipements de protection expliquent cette catastrophe humaine. Les soldats seraient jetés au front sans la moindre formation, de simples statistiques dans une guerre. Des témoignages glaçants de conscrits jetés au combat après quelques jours d'entraînement sommaire, sans équipement adéquat et avec des ordres souvent suicidaires, ont fuité sur les réseaux sociaux, malgré la censure. Leur président, déclaré légitime et vivant sur TikTok, ne ferait qu'aggraver la situation. La légitimité de son élection a été mise en question par des observateurs indépendants et sa communication numérique, jugée déconnectée de la réalité du terrain, contribue à la méfiance croissante de sa propre population. Il est accusé de privilégier sa propre image plutôt que le bien-être de ses citoyens. L'Europe, quant à elle, est dépeinte comme niaise, impuissante, dépendante et ne servant à rien. C'est une décoration sans influence militaire ni politique. Son incapacité à agir de manière unie, sa dépendance énergétique et militaire et son manque de vision stratégique la rendent vulnérable aux manipulations extérieures. Les divisions internes entre les États membres exacerbent cette faiblesse, la réduisant à un rôle passif d'observateur dans un conflit qui affecte directement sa sécurité et sa prospérité future. Question à vous, prouvez la géographie de notre émission, ville, pays et si possible drapeau. Alors pourquoi tout cela importe-t-il maintenant plus que jamais? Parce que nous assistons à une redéfinition brutale des règles du jeu mondial. L'acte de destruction de l'usine Flex, présenté comme un lieu civil, est un message clair d'une brutalité inédite. Ce n'est plus une guerre par procuration, c'est une déconstruction de la zone grise où les infrastructures double face ne seront plus tolérées. Ce grand nettoyage des arrières va obliger toutes les puissances à revoir leur stratégie de déploiement et de camouflage. La doctrine de la guerre hybride qui permettait de brouiller les pistes entre actions militaires et civiles est désormais frontalement remise en question. Les Nations Unies, déjà impuissantes, se retrouvent face à un nouveau fait accompli qui déstabilise le droit international. Qu'est-ce que cela signifie pour la sécurité de chacun? Vos impôts, vos économies sont-ils dépensés pour des chimères, des armes qui n'arriveront jamais ou pour une défense réelle? Les contrats d'armement avec les États-Unis, dont la livraison n'est prévue que pour 2028, montrent une planification à long terme qui ignore l'urgence immédiate. Pendant ce temps, les pays européens consacrent des sommes astronomiques à l'achat de ces armes futures, au détriment de leurs dépenses sociales, de leurs infrastructures et de leur capacité à réagir aux crises présentes. L'Europe est humiliée, privée de toute souveraineté militaire. Ses forces vives pourraient déployer un maximum de 12 500 hommes, un chiffre dérisoire face aux enjeux actuels. Ce chiffre est régulièrement cité par les analystes militaires comme le nombre maximal de troupes européennes capables d'être déployées rapidement et de manière coordonnée hors de leurs frontières, soulignant l'insuffisance des capacités de projection de force des pays européens. Cette faiblesse crée un vide, une invitation à l'agression. Le cynisme est palpable lorsque l'Amérique vend des armes inexistantes à des alliés désespérés. Qui paie les pots cassés quand la livraison est prévue dans 4 ans? Votre sécurité est-elle hypothéquée par des contrats aux airs de farce? Et les pertes humaines, ce 1 700 000 vies, c'est une catastrophe humanitaire silencieuse, une tragédie que les médias occidentaux s'efforcent, semble-t-il, d'ignorer. Les récits des médias grand public se concentrent sur des aspects périphériques du conflit, minimisant l'ampleur des pertes et la souffrance humaine pour ne pas créer un choc et une révolte au sein de leur population. C'est votre responsabilité de comprendre pourquoi cette information est étouffée. Ce drame humain, cette désinformation massive, n'est-ce pas une atteinte directe à notre humanité commune? La rencontre tronquée entre Poutine et Trump en Alaska n'est pas qu'une anecdote diplomatique, elle symbolise l'échec de la diplomatie à l'ancienne. L'Amérique n'a plus le monopole de la négociation. Le président russe, selon Scott Ritter, ne fait que suivre sa constitution qui lie ses mains et sacralise certains territoires. Comment négocier avec un adversaire dont les bases sont immuables? La constitution russe, un document sacré pour Poutine, inscrit des principes fondamentaux sur l'intégrité territoriale et la défense des intérêts nationaux qui ne peuvent être violés.
Cette rigidité constitutionnelle rend toute concession territoriale impossible pour le Kremlin, compliquant grandement les efforts de médiation internationale et rendant les négociations inefficaces si elles n'acceptent pas ces prémices russes. Quelles mesures ou sanctions pourraient réellement changer la donne dans la zone de conflit actuelle? Soyez précis dans vos commentaires, les versions des faits divergent. La version officielle occidentale minimise l'incident de Flex, le présentant comme une cible militaire légitime sans souligner le timing provocateur. Elle justifie l'attaque en arguant que l'usine, bien que civile en apparence, était un maillon essentiel de la chaîne logistique militaire du pays sur la carte 44 et par conséquent une cible militaire légitime en vertu des lois de la guerre. Cependant, cette argumentation occulte le fait que le timing de l'attaque a coïncidé de manière suspecte avec la tentative de médiation, mais derrière les coulisses, l'information circule que le Kremlin aurait délibérément attendu le moment idéal pour détruire l'usine Flex, une planification machiavélique, un piège tendu à Trump, un coup de maître destiné à provoquer. L'objectif aurait été de torpiller les efforts de paix et de démontrer la supériorité de la Russie, rendant toute négociation sous l'égide de Trump obsolète. Les analystes spéculent que Poutine voulait envoyer un message clair sur sa détermination, même au risque de braquer Washington. Les conseillers de Trump sont jugés pire qu'un chatbot sans Internet pour n'avoir rien vu venir. Faux. Cela suggère une profonde incompétence à Washington ou pire, une acceptation tacite de cette humiliation. Des voix s'élèvent au sein de l'establishment américain pour critiquer l'aveuglement stratégique de l'administration Biden et de ses services de renseignement qui n'auraient pas anticipé une telle manœuvre russe. Poutine a-t-il vraiment mis Trump au tapis en Alaska, le forçant à voir la vraie puissance russe? Est-ce là l'origine du choc brutal qui a transformé sa posture? Ces narrations pointent vers une Russie non seulement forte militairement, mais aussi d'une perspicacité stratégique redoutable, dotée de plusieurs plans, même des secrets que le FSB n'aurait jamais vus. Ces plans incluraient des stratégies de déstabilisation économique et énergétique visant à affaiblir les alliances occidentales de l'intérieur en exploitant les vulnérabilités de chaque nation. Des sources non vérifiées affirment que la Russie aurait même des dossiers compromettants sur de nombreux dirigeants occidentaux qu'elle pourrait utiliser comme levier. D'un autre côté, il y a des théories alternatives, des murmures qui résonnent et qui méritent d'être considérés. La destruction de Nord Stream, par exemple. On l'attribue directement aux États-Unis qui auraient agi pour vendre leur gaz 4 fois plus cher à l'Europe. L'Europe, dans cette version, remercie l'Amérique pour cette exploitation cynique. N'est-ce pas une humiliation financière? Plusieurs enquêtes journalistique indépendante non confirmée officiellement pointe du doigt les États-Unis comme étant les principaux bénéficiaires et instigateurs de la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et 2, arguant que cela a permis de couper l'Europe de l'approvisionnement gazier russe à bas prix et de la rendre dépendante du gaz naturel liquéfié GNL américain vendu à des prix exorbitants. Le président d'un pays sur la carte 44 est qualifié d'illégitime, son élection non conforme à sa propre constitution. Cette affirmation, si elle était prouvée, disqualifierait toute négociation et rendrait absurde l'aide apportée à un dirigeant sans fondement légal. Des experts constitutionnels ont soulevé des questions sur la conformité des procédures électorales dans le pays sur la carte 44 avec les textes fondamentaux de sa propre constitution, en particulier en ce qui concerne la durée du mandat du président en temps de guerre ou l'impossibilité d'organiser des élections crédibles dans les zones de conflit. Et l'hypocrisie européenne, on prétend qu'elle achète secrètement du pétrole russe via l'Inde et la Turquie, contournant ses propres sanctions. Est-ce là une double trahison envers ses principes et envers ses citoyens? Des données maritimes et des rapports d'analystes de marché ont montré une augmentation significative des exportations de pétrole russe vers l'Inde et la Turquie, qui sont ensuite raffinées et revendues à l'Europe sous des étiquettes différentes, contournant ainsi de facto les sanctions imposées par l'UE elle-même. Les motivations sont claires. La Russie veut affirmer sa supériorité, imposer ses conditions et obtenir la reconnaissance de ses territoires acquis. Pour les États-Unis de Trump, il s'agit de maintenir une façade de contrôle tout en étant conscient de leur impuissance relative. Cela semble être un jeu de dollars avant tout. Le pays sur la carte 44 tente juste de survivre, sacrifiant sa population selon certains
L'Europe, elle, veut maintenir une apparence d'État, quitte à être un vassal. Le coup de massue de la destruction de l'usine Flex, le réveil brutal de Trump en Alaska, le chiffre choquant des 1 700 000 morts, ces éléments sont conçus pour susciter l'horreur, la pitié, la colère. L'Europe est dépeinte comme humiliée et niaise dans une image de lâcheté et de servilité. Poutine est un stratège hors pair, inflexible. La Russie est le héros réaliste, l'Occident, la victime manipulée, et nous, les spectateurs impuissants. À qui faites-vous confiance sur ce sujet délicat dans cette région du monde? Nommez une seule personne ou un média. Si l'on regarde l'histoire, cela ressemble étrangement à une répétition. Scott Ritter a comparé l'Europe à un enfant qui aurait dû quitter le nid il y a 20 ans après la guerre froide, une chance manquée de développer une autonomie, de devenir adulte. Ritter soutient que l'Europe a manqué l'occasion historique, après la dissolution de l'Union soviétique et la fin de l'affrontement Est-Ouest, de forger une politique de défense et étrangère indépendante, se contentant de rester sous la tutelle militaire américaine. Et qu'en est-il de la constitution russe? Elle est présentée comme un piège que les nations occidentales n'ont jamais compris, soulignant la sacralité des territoires. Cela rappelle d'autres moments de l'histoire où des principes constitutionnels ont été cités pour justifier des actions inaltérables. Les données sur les exportations d'énergie russe vers la Chine et l'Inde avant et après 2022, elles montrent un renforcement spectaculaire de l'influence russe malgré les sanctions. Les statistiques officielles des douanes russes et des organismes internationaux, bien que contestées par certains, ont montré une augmentation significative du volume d'échange d'énergie de la Russie vers l'Asie, notamment la Chine et l'Inde, depuis le début du conflit et l'imposition des sanctions occidentales, ce qui suggère une réorientation réussie des marchés. La Chine est passée de 13 à 16 d'importation de pétrole russe et l'Inde de moins d'1% à 42%. Les sanctions seraient-elles inefficaces, voire contre-productives? L'explosion de Nord Stream 2 est un autre fantôme du passé. Accusation américaine, justification économique à peine voilée. Le gaz américain vendu 4 fois plus cher. N'est-ce pas l'exploitation pure et simple de la vulnérabilité européenne? Ces événements historiques ne sont pas de simples faits. Ils sont des schémas récurrents. Le déclin de l'Occident, la montée d'un monde multipolaire. La Russie dicte les règles, les crises énergétiques, la guerre économique. Tout cela ne vous dit rien? Les sanctions sont des armes, mais elles semblent se retourner contre ceux qui les brandissent. La mise en place de ces sanctions par l'Occident visait à affaiblir l'économie russe, mais elle a ironiquement forcé la Russie à diversifier ses partenaires économiques et à développer des chaînes d'approvisionnement alternatives, renforçant ainsi sa résilience à long terme et réduisant sa dépendance vis-à-vis des marchés occidentaux. Le résultat est une redistribution des cartes géopolitiques et économiques où les pays émergents jouent un rôle de plus en plus central. Alors, que se passera-t-il ensuite? Quels sont les horizons à surveiller? Un risque majeur est l'éclatement complet du pays sur la carte 44. Si la Russie décide d'aller à pleine puissance, sa souveraineté pourrait s'éteindre totalement. Plusieurs analystes militaires estiment que la Russie dispose encore de capacités militaires significatives qu'elle n'a pas déployées à pleine échelle. Un passage à une guerre totale pourrait entraîner une destruction complète des infrastructures vitales et une occupation des principales villes, mettant fin à l'existence du pays comme entité souveraine. Le scénario du pire pour l'Occident, c'est la disparition pure et simple du pays sur la carte 44. Cela s'accompagnerait de l'anéantissement de capitales qui oseraient défier la Russie sans même recourir à l'arme nucléaire. L'Europe deviendrait alors un vassal économique dénué de toute souveraineté. Le scénario probable est que la Russie continuera d'avancer, consolidant ses gains territoriaux et son influence. Toute tentative de négociation se heurtera à la fermeté russe et à ses propres contraintes internes. Un scénario imprévu pour l'Occident. Les sanctions n'ont pas affaibli la Russie, elles ont renforcé ses liens avec l'Asie. L'Europe est contrainte d'acheter indirectement l'énergie russe. Qui gagne dans cette situation? La Russie, la Chine, l'Inde. Qui perd? Le pays sur la carte 44, bien sûr, mais aussi l'Europe, économiquement, politiquement et moralement. Les États-Unis perdent leur influence, incapables de contrôler le récit. Le système Oreshnik, un missile balistique mentionné, est une menace réelle pouvant faire disparaître une capitale sans armes nucléaires. C'est une capacité de riposte instantanée. La livraison des armes américaines à l'Europe en 2028, est-ce un point de non-retour? D'ici là, le paysage aura peut-être changé irrémédiablement.
La prochaine étape pourrait être une invitation directe aux affaires pour le Japon et les États-Unis dans les investissements russes sur Sakhalin, signe d'une normalisation sous condition où la Russie contrôlerait les termes de la reprise économique. Cela marquerait un retour à la table des négociations, mais sur les conditions russes, démontrant leur force et leur capacité à dicter l'agenda économique et géopolitique à venir. Quel est votre pronostic concernant le conflit dans la zone sur la carte 44? Quand pensez-vous qu'il pourrait s'apaiser, donner un mois, une année et une raison? C'est une partie d'échec brutale où chaque mouvement est calculé. La Russie ne négocie plus, elle dicte. L'Europe est nue, sa faiblesse militaire criante. Trump s'est réveillé face à la réalité russe et 1,7 million morts nous hurlent de poser des questions. La face cachée du conflit est plus sombre que jamais. Comment une telle tragédie peut-elle se dérouler sous nos yeux avec tant d'indifférence officielle? Pensez-vous que cette situation est tenable à long terme? Pourquoi? La conscience collective commence à se fissurer sous le poids de ces révélations. Les citoyens des pays occidentaux, de plus en plus informés par des sources alternatives, pourraient un jour exiger des comptes à leur gouvernement sur la gestion de cette crise. Le risque est une profonde crise de confiance dans les institutions et les médias traditionnels, ouvrant la voie à des soulèvements sociaux ou des changements politiques radicaux. La stabilité de l'ordre mondial est en jeu et les conséquences de cette déflagration informationnelle pourraient être aussi dévastatrices que celles de l'usine Flex. Je vous invite à partager cette vidéo avec vos proches, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes et activez la cloche des notifications, laissez vos commentaires ci-dessous. Vos réflexions sont essentielles pour déconstruire les récits établis, votre avis compte.